Samedi 30 août 2025, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Comme nous l'avons déjà vu, Madagascar a perdu lors du match final contre le Maroc, un résultat qui n'a pas été embarrassant pour Madagascar car l'équipe nationale est déjà arrivée jusque-là à ce stade final. Mais nous allons suivre dans l'édition de demain le résumé de ce match. Mais la performance actuelle des barrés à prime reflète l'amélioration du niveau de football malgache selon les propos du journaliste sportif Nono Rakhout-Malal. Aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire du football malgache qu'une équipe nationale accède à la phase finale d'une compétition continentale comme le CHAN. L'exploit des barrés à prime est donc une fierté pour la nation, ravivant la fierté nationale et l'enthousiasme des passionnés de football à Madagascar. Les familles des joueurs continuent de soutenir jusqu'au bout l'équipe nationale malgache. Les barrés à prime, elles ont même réorganisé leur emploi du temps pour ne pas rater la finale opposant Madagascar au Maroc. Nos journalistes Fanjessena Mireille et Yves Janel sont allés à la rencontre des familles de Nicolas et de Lalaine aujourd'hui. À 15 h, plusieurs membres de la famille de Nicolas se sont déjà réunis dans sa maison pour regarder ensemble la finale du CHAN. Nicolas, un joueur de l'équipe nationale qui a pu se démarquer lors de ce CHAN du fait qu'il a été nommé homme du match lors de la demi-finale contre le Soudan. Nicolas a 2 frères et il est le Benjamin. Il a été initié au football dès son plus jeune âge, déclarent ses parents. Du côté de Lalaine, dit Zayn, sa famille restée à Madagascar continue également à le soutenir. Lalaine s'est illustrée parmi les joueurs les plus brillants de ce CHAN. Pour l'occasion, sa famille a préparé divers amuse-gueules afin de suivre le match dans une ambiance conviviale. Depuis toujours, Lalaine est passionnée de football, témoignent ses proches. Les barrés à prime sont en train d'écrire une nouvelle page importante de l'histoire du football malgache dans ce CHAN et méritent tout notre soutien selon les familles. Et la majorité des communes aux alentours d'Antananarive ont installé un écran géant pour permettre à leurs habitants de suivre en direct la finale opposant les barrés de Madagascar à prime aux Lions de l'Atlas du Maroc. L'ambiance est tout autre lorsqu'on regarde le match en communauté, affirment les résidents. Reportage toujours avec Fanjessena Mireille et Yves Janel. Solidarité et fraternité étaient au rendez-vous ce soir chez la majorité de la population pour soutenir l'équipe nationale, les barrés à prime. Les responsables communaux se joignent pleinement à cet élan populaire. En effet, dès le matin, la commune d'Akadmang a préparé les dernières installations de l'écran géant pour la retransmission en direct du match. Pour la commune d'Ambava-Doukan, les résidents ont toujours soutenu les barrés de Madagascar et regarder le match ensemble attire toujours beaucoup de monde et c'est une initiative que nous souhaitons poursuivre, explique le maire Jean-Louis. Ce n'est pas seulement pour satisfaire les amateurs de football que nous avons installé cet écran géant, c'est aussi pour défendre l'honneur national et témoigner de l'unité au sein de notre commune, déclare le maire de la commune de Talatamat. Montrer la fierté d'être malagasy, partager la joie et vivre un moment fort tous ensemble. Ce CHAN disputé par les barrés de Madagascar est un événement marquant, une étape importante dans l'histoire du football malagasy. Dans un tout autre sujet, dès ce matin, une foule importante s'est formée au stade barré Mahamas à l'occasion de l'événement organisé par l'État Rentrée Mifapitin. Tous les articles scolaires sont proposés avec des réductions allant jusqu'à 50% pour aider les parents en difficulté à l'approche de la rentrée scolaire et afin de garantir l'accès de tout un chacun à ces offres. Une organisation stricte est mise en place, notamment la présentation du carnet de Fukuntani. Anne Martin sur les images de Sechanji Anab. L'événement Rentrée Mifapitin a officiellement débuté aujourd'hui au stade Barré Mahamas. Il s'agit d'une initiative gouvernementale visant à alléger la charge financière des parents à l'approche de la rentrée scolaire. Le public est venu nombreux, certains n'hésitant pas à parcourir de longues distances pour profiter des importantes réductions proposées. Parmi eux, cette mère de famille, venue d'un Pitatavk, témoigne de son soulagement face au prix abordable. Et notre père de famille, père de 2 enfants, s'est également déplacé lui-même pour effectuer les achats nécessaires.
Il souligne que cet événement est important pour les parents, coïncidant avec le paiement des salaires. Les réductions atteignent 50% sur l'ensemble des fournitures scolaires disponibles sur place. Plusieurs anciennes partenaires bien connus dans le secteur participent à l'événement. Les fournitures proposées couvrent tous les niveaux scolaires et les tranches d'âge. Cette opération conjointe entre les autorités publiques et des opérateurs privés vise à soutenir les parents en cette période de rentrée scolaire. Pour assurer une bonne organisation, des règles ont été mises en place, notamment l'obligation de présenter le carnet de Fukuntani. À noter que l'événement se déroulera sur 3 jours, aujourd'hui, demain et le lundi 1er septembre. Et les habitants de la région Mel qui ont bénéficié à leur tour du soutien social émanant du gouvernement à travers le ministère de la Population et de la Solidarité. Jeudi dernier, la visite dans la partie sud du pays a commencé dans le district de Maintiran. Cette aide comprend des produits de première nécessité, des consultations médicales gratuites offertes, ainsi que la distribution d'équipements pour les personnes en situation de handicap. Reportage signé Felana Rakoutoursoul. Environ 600 personnes âgées du district de Maitran, dans la région Melek, ont bénéficié d'aide sociale jeudi dernier de la part de la ministre de la Population et de la Solidarité, Aurélie Razafnzat, et son équipe. Cette action s'inscrit dans le cadre du renforcement et de la mise en œuvre de la politique de développement humain, une priorité fixée par le président de la République, Angie Radzoueln. Des équipements ont également été remis aux personnes en situation de handicap pour faciliter leurs déplacements, tels que des fauteuils roulants, des cannes blanches ou encore des béquilles. Les associations de femmes n'ont pas été oubliées lors du passage de la ministre à Maintiran. Une rencontre a été organisée entre la ministre et ses associations, au cours de laquelle elle les a encouragées à mettre en place des projets générateurs de revenus. Des projets qui pourront bénéficier du soutien de l'État à travers le ministère de la Population et de la Solidarité. Aucun district ne sera oublié et les districts de Bessalampi, Mourafenbe, Ansalouf et Abattement recevront également leur part d'aide sociale selon les informations. L'atelier de la CENI qui s'est tenu à Madingue et qui a pris fin hier devrait servir de référence pour les ateliers prévus dans les autres chefs-lieux de province selon son porte-parole, Soava Angie Amartafk. Pendant 3 jours, les participants ont identifié les problèmes susceptibles de surgir lors des prochaines élections dans le but de poursuivre les efforts de réforme du processus électoral et du code électoral. Ces ateliers se poursuivront dans chaque province et aboutiront à un atelier national regroupant tous les acteurs électoraux à Madagascar. Seynou Khanirland nous en dit plus. La révision du processus électoral passera par une série d'ateliers organisés par la CENI dans les différentes provinces. Cette démarche s'inscrit dans un processus légal avant d'aboutir à l'élaboration de documents stratégiques qui seront ensuite transmis au gouvernement et au Parlement selon le président de la CENI, Arsène Dam Angie Anarcedou. L'atelier qui s'est tenu à Mahazang cette semaine a ainsi servi à analyser les principaux problèmes concernant le processus électoral et le code électoral à Madagascar. Les propositions issues de cet atelier devraient servir de référence pour les ateliers prévus dans d'autres lieux, a précisé le porte-parole de la CENI. Place maintenant aux actualités internationales. Destination Ukraine, la Russie a lancé une attaque aérienne d'ampleur contre des régions ukrainiennes dans la nuit de vendredi à samedi, faisant un mort et une vingtaine de blessés à Zaporizhia selon les autorités locales. Et le président Volodymyr Zelensky a appelé Washington et Bruxelles à agir. France 24. Au petit matin, les habitants de ce quartier résidentiel de Zaporizhia viennent constater l'ampleur des dégâts et des destructions. Dans la nuit, cette ville du sud-est de l'Ukraine a de nouveau été visée par des frappes russes meurtrières, une attaque combinant missiles et drones d'après les autorités locales. Plus de 10 immeubles ont été visés, les résidents sont sous le choc. On était dans l'entrée quand on a entendu les explosions. Tout le bâtiment était couvert de poussière et envahi par la fumée. C'était très effrayant. Les gens appelaient à l'aide depuis leurs fenêtres, ils suffoquaient.
Le bâtiment était en feu. On n'est jamais prêt à vivre ça, vous savez. Un peu plus au nord, la région de Dnipro a également été frappée par des missiles et des drones. Des maisons individuelles, des infrastructures et des bâtiments ont été visés. À Kiev, de nombreux habitants ont passé une partie de la nuit dans les abris souterrains et le métro. La capitale a de nouveau été visée par des frappes russes, 48 heures après les bombardements meurtriers dans la nuit de mercredi à jeudi qui ont fait 25 morts. Au total, 14 régions ont été affectées selon Volodymyr Zelensky. La défense aérienne ukrainienne a déclaré avoir abattu la majorité des quelques 600 drones et 45 missiles tirés par la Russie dans la nuit. Ensuite, l'armée israélienne a déclaré vendredi zone de combat dangereuse la ville de Gaza en préparation d'une offensive d'envergure pour s'emparer, selon elle, de ce dernier grand bastion du Hamas dans le territoire palestinien dévasté par la guerre. Les forces israéliennes ont dans le même temps poursuivi leur bombardement à travers la bande de Gaza, assiégée y compris sur la ville éponyme. Le porte-parole de la défense civile faisant état d'un bilan de 55 morts. Reportage sur les images de France 24. Surchargés de vêtements, de meubles et de matelas, ces véhicules s'éloignent de la ville de Gaza. À leur bord, des Palestiniens épuisés. Nous sommes déplacés. Nous n'avons pas de nourriture, pas d'argent, rien. On nous jette dans les rues comme des chiens. Mais même les chiens sont mieux lotis. Nous n'avons pas de maison. Israël a de nouveau mené des frappes dans plusieurs quartiers. Depuis 3 semaines, l'État hébreu s'est doté d'un plan visant à conquérir la plus grande ville du territoire, peuplée d'environ 1 million d'habitants. Vendredi, l'armée israélienne a déclaré la ville zone de combat dangereuse en préparation de son offensive. Nous avons débuté la phase préliminaire de l'assaut sur la ville de Gaza. Une opération d'ampleur est en cours dans les environs de la ville. Nous renforçons nos frappes contre le Hamas et d'autres organisations terroristes. Conséquence de cette mesure, la pause quotidienne dans les combats, censée laisser passer l'aide humanitaire, ne s'applique plus. Les Nations Unies continuent de réclamer sans succès la fin des bombardements israéliens. Chaque heure compte. Plus nous attendons, plus il y aura de morts. Soit ils mourront à cause de l'opération militaire, soit ils mourront de faim parce qu'ils n'auront pas pu être aidés à temps. L'offensive intervient une semaine après que l'ONU a déclaré l'état de famine dans la ville de Gaza, une situation qu'elle attribue au blocage de l'aide humanitaire par Israël. Et en Indonésie, au moins 3 personnes sont mortes dans l'incendie d'un bâtiment public de la ville de Makassar, dans l'est de l'Indonésie, provoqué par des manifestants. France 24. Ils sont en colère contre la police indonésienne. Ces manifestants se sont rassemblés devant le quartier général de la brigade mobile des forces de l'ordre à Jakarta, la capitale. Ils réclament des comptes après la mort d'Afan Kurniawan, un mototaxi percuté violemment par une voiture de police, comme le montre cette vidéo amateur devenue virale sur les réseaux sociaux. Je me suis joint à la manifestation parce que je suis très préoccupé par la mort de mon collègue. C'est tellement triste. Sa mort est très tragique. Nous demandons justice pour Afan. Les responsables qui l'ont renversé doivent être jugés de manière équitable et renvoyés de la police. Pour calmer la situation, le président indonésien a rendu visite à la famille du chauffeur décédé et promis une enquête transparente sur sa mort. Dans cette affaire, 7 policiers ont été arrêtés et font l'objet d'une enquête interne. S'il s'avère qu'ils ont agi de manière inappropriée et en violation des dispositions applicables, nous prendrons les mesures les plus sévères possibles conformément aux lois en vigueur. Initialement, ces manifestations étaient organisées contre l'augmentation du coût de la vie, mais en raison de ce tragique épisode, la colère et les violences ont dégénéré un peu partout dans le pays.
Chers téléspectateurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité et rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.